Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Un émissaire du roi d'Arabie Saoudite chez le président de la République. Ils ont évoqué la consolidation des relations entre les deux pays, le renforcement de la coopération. C'est suivant cette mission que 5 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Ils peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement, rassure le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le cancer. Le deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale verra le jour à Grand-Bassam dans 3 ans. Le Premier ministre Patrick Achi était à la pose de la première pierre ce jeudi dans la ville historique. Le gouvernement veut ainsi améliorer les soins dispensés aux patients atteints de la maladie. Un autre mal à combattre, la Covid-19. Dans cette lutte, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des États-Unis. Son agence pour le développement international vient d'approuver une attribution de 17 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un montant pour faciliter l'accès aux vaccins afin de protéger la population. Et puis le dossier interne nous plonge au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le 24 février, c'est la guerre lancée par Vladimir Poutine pour, dit-il, démilitariser l'Ukraine. La communauté internationale, l'OTAN et ses alliés s'insurgent contre cette attaque militaire. Dans quelques instants, on revient sur ces événements. 5 ambassadeurs qui viennent d'être accrédités ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de Namibie. Ces diplomates ont salué la qualité des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ouverture de la 11e conférence des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. C'est depuis ce jeudi à Rabat au Maroc. Cette fêtière travaille au renforcement de la coopération sud-sud entre les différents parlements. Le président du Sénat, Jano Ousou-Kouadio, conduit la délégation ivoirienne. Herman Guivet. Rabat, capitale du Royaume du Maroc, au siège du Parlement marocain, des délégations parlementaires venues d'Afrique et du monde arabe affluent. Au nombre des délégations africaines parlementaires, celle du Sénat de Côte d'Ivoire, conduite par le président de l'institution ivoirienne, Ousou-Kouadio Jano. Raison de cette présence au Royaume du Maroc, l'ouverture de la 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Notre association, véritable plateforme de partage d'expériences, doit participer à la promotion et au renforcement de la coopération sud-sud. Les travaux de cette rencontre doivent ouvrir un large chantier sur les défis de l'intégration arabo-africaine par des projets de développement réalisables à fort impact économique et social. Une coopération sud-sud qui, pour le président du Sénat ivoirien, Ousou-Kouadio Jano, doit impérativement s'intensifier. Son intervention portera d'ailleurs sur la coopération et la solidarité arabo-africaine, pilier fondamental de la réhabilitation économique et du développement dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La coopération arabo-africaine est une source de financement du développement pour les pays africains. À titre d'illustration, en Côte d'Ivoire, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a réalisé un investissement de 1 500 milliards de dollars US pour le financement du plan national de développement 2016-2020. Elle compte pour le prochain plan 2020-2024 accroître ses interventions de manière significative pour la mise en œuvre des projets dans les domaines des infrastructures, du secteur privé, du développement de la chaîne des valeurs avec un focus sur les femmes et les jeunes. La survenance de la pandémie de la Covid-19 n'a pas altéré la coopération arabo-africaine. En effet, la situation sanitaire due à la Covid-19 en 2020 a fortement affecté les ménages et les entreprises ivoiriennes. Fort heureusement, les mesures idoines prises par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ont permis à l'économie ivoirienne de se redresser sur l'année 2020-2022. Une coopération qui mérite d'être renforcée. Les présidents du Sénat, du Zimbabwe et du Yémen abonderont dans le même sens.
Dans la soirée, un dîner d'honneur sera offert aux chefs des délégations ainsi qu'aux membres de leur délégation avant la reprise, demain vendredi, d'une autre journée riche d'échanges et de propositions. Et de Rabat, rendons-nous en France, dans la capitale française, précisément pour voir la journée ivoirienne, une tradition reproduite depuis de nombreuses années par la Côte d'Ivoire au cours de sa participation au Salon international de l'agriculture de Paris. C'est au parc d'exposition Porte de Versailles. Plusieurs personnalités ont participé à l'événement. Il s'est aussi tenu une conférence sur la modernisation du secteur agricole ivoirien. On le voit avec notre envoyé spécial, Cheikh Koné. Le pavillon 5.2, qui abrite le stand de la Côte d'Ivoire, a connu une ambiance de fête ce mercredi 2 mars 2022. Ambiance à l'ivoirienne avec tam-tam, grelots, le tout accompagné de pas de danse sortis tout droit du répertoire local. La Côte d'Ivoire culturelle était présente dans toute sa diversité. La délégation ministérielle composée du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagnée des ministres Alain Donwayi, Sidi Touré et de l'ex-ministre français Ségolène Royal, invité d'honneur de la journée, a pris un bain de cette ambiance électrique. Une visite des 2 stands de la Côte d'Ivoire s'en est suivie. La délégation est passée tour à tour auprès des organisations professionnelles agricoles, des autorités de régulation et des directions sous tutelle. Avant ce côté divertissant, une conférence ministérielle s'est tenue autour du thème « L'agriculture ivoirienne au-delà de la Covid-19 et du changement climatique, accélérer la modernisation du secteur ». Au cœur des échanges et débats, la réforestation, la durabilité et la recherche des investissements privés et étrangers pour le développement de l'économie agricole. Autant de défis qui ont mis à contribution d'énormes efforts du gouvernement ivoirien, salué par l'ex-ministre français. Je suis là en tant que présidente de la COP 21 parce que toutes les initiatives qui sont prises pour protéger la planète et que je peux voir et que je peux féliciter, eh bien je le fais. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son président, son Excellence Alassane Ouattara et du ministre d'État, font un travail extraordinaire pour reconquérir la forêt. C'est vrai que cette forêt, comme vous l'avez expliqué, monsieur le ministre, a beaucoup été réduite. Et aujourd'hui, il y a un travail considérable qui est fait. Nous saluons la présence de Mme Ségolène Royal qui nous a apporté son soutien et qui a fait un message fort à l'endroit de tous les peuples. Faire en sorte que nos pays africains puissent bénéficier véritablement du prix carbone. Et cela va nous permettre de travailler et de reconstituer nos patrimoines forestiers. Sur la question de la déforestation, le ministre d'État Kobina Djoumani ne s'est pas encombré de fioritures pour prendre le contre-pied des accusations relatives à une déforestation massive dans les plantations ivoiriennes au profit de certaines cultures de rente. Une contre-offensive soutenue par le ministre des Eaux et Forêts, Richard Donwayi, qui a saisi l'occasion pour faire la promotion de l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. Des réactions fortement appréciées des participants de cette conférence. Notre agriculture est basée sur des petites plantations. Ça n'a absolument rien à voir avec d'autres systèmes de production qu'on peut voir ailleurs, où des milliers d'hectares sont abattus pour faire de l'agriculture. Le ministre l'a dit, nos parents ont toujours mangé de l'huile de palme, et ils se portent très bien. Nous aussi, on continue d'en manger, on se porte très bien. Pour dire que au-delà des questions de polémique, il faut regarder le modèle qui est en face. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le domaine de l'agriculture, mais c'est une question d'information. Il faut qu'on aille vers l'information, il faut qu'on soit situé, mais le petit hic que j'ai, c'est que presque tous les secteurs, c'est-à-dire le coton, l'anacarde, ont des fêtières aujourd'hui. Mais malheureusement, l'EVA qui est avant tout ça n'a pas de fêtière. Une présentation magistrale des potentialités d'investissement dans l'agriculture ivoirienne aux investisseurs a mis fin à cette conférence de haut niveau. Retour en Côte d'Ivoire et on revient sur les activités du chef de l'État. 5 ambassadeurs qui viennent d'être accrédités ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de Namibie. Ces diplomates ont salué la qualité des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Yabolin.
Ils sont au nombre de 5 qui, ce jeudi 3 avril 2022, se succèdent au palais présidentiel en vue de leur prise officielle de fonction comme ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire. Suivant l'ordre protocolaire, le premier d'entre eux a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, et de Djibouti. C'est lui qui a l'honneur d'inaugurer l'ambassade de son pays qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Concernant nos relations, elles sont excellentes, comme le président de la République l'a rappelé. Et la volonté de mes autorités aussi, c'est de le diversifier et de le consolider et secondo, de le diversifier à d'autres domaines prioritaires, notamment la formation, les échanges commerciaux et puis dans le domaine de la sécurité maritime. À l'instar du diplomate djiboutien, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran entend marquer un pas décisif dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la République islamique d'Iran et la Côte d'Ivoire remontent à environ un demi-siècle. Durant ma mission, j'essaie, avec le soutien de Monsieur le Président de la République, des autorités du gouvernement ivoirien, ainsi que mes collègues au ministère des Affaires étrangères, je pourrais franchir un pas efficace dans le sens de renforcement des relations entre les deux pays. Quant à l'ambassadeur du Japon, il indique que la consolidation des relations entre Tokyo et Yamoussoukro doit être au cœur de sa mission en Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, les relations bilatérales sont très excellentes et très encourageantes. Et en ma qualité d'ambassadeur japonais, et pour travailler et pour consolider davantage les excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays, pour que nos deux peuples se sentent plus proches. Le diplomate pakistanais, pour sa part, se dit aussi heureux d'être en Côte d'Ivoire pour assurer sa mission. Une mission qui, selon lui, va se faire sous la base de l'intensification de la coopération bilatérale en divers domaines, notamment au niveau de l'agriculture. Pakistan looks at Côte d'Ivoire with great admiration. Le Pakistan est un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous inspire énormément. C'est dans ce cadre-là que nous espérons intensifier notre collaboration, surtout dans plusieurs domaines, comme l'agriculture, aussi coopérer dans la formation de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Nous souhaitons également intensifier notre collaboration dans le sens d'apporter notre expertise dans le contre-terrorisme en Côte d'Ivoire. La personnalité diplomatique qui boucle la boucle est une dame et elle est namibienne. Pour elle, sa mission va consister à écrire une page exemplaire de la coopération entre la Namibie et la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et Namibie are coastal states. Étant donné que la Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers, je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités portuaires. Je voudrais aussi m'appuyer sur le rapprochement des petites et moyennes entreprises et aussi rapprocher davantage nos deux chambres de commerce, étant donné que la majeure partie des acteurs de nos différentes économies sont dans le secteur tertiaire et incluant plus de femmes encore. Cela veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire pour les rapprocher davantage. Je suis persuadé que tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très riche en raison de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle de notre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans la réussite des missions qui vous ont été confiées. Madame, Messieurs les ambassadeurs, la Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. Bien que la situation sécuritaire soit stable sur l'ensemble du territoire, en dépit des défis liés à la situation dans plusieurs pays du Sahel. Au regard de ces défis, la Côte d'Ivoire a décidé
de réorganiser et d'augmenter de façon substantielle ses capacités opérationnelles pour faire face à la menace terroriste. Avant de quitter le palais présidentiel, l'ambassadrice de la Namibie ne se prive pas de recevoir les honneurs militaires, comme c'est le cas pour ses prédécesseurs pakistanais, japonais, iraniens et djiboutiens, à l'occasion de cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce qui n'est pas fortuit, c'est la coutume qui le veut ainsi. Et on reste avec Jérôme Kofi Abolé. On parlait de la présidence dans l'agenda du chef de l'État ce jeudi. Cette autre rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu Ahmed bin Abdulaziz Katan, émissaire du roi d'Arabie Saoudite. Les échanges ont porté sur l'excellence de la coopération qui existe entre ces deux pays et qui doit se consolider. Un émissaire du roi d'Arabie Saoudite reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Son nom, Ahmed bin Abdulaziz Katan. Les entretiens entre lui et le président Alassane Ouattara ont eu lieu ce jeudi 3 avril 2022 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'hôte du chef de l'État, c'est l'occasion d'évoquer une fois de plus les relations historiques entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Il lui a transmis les salutations du serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que les salutations de son Altesse royale, le prince héritier, Amir Mohamed ben Salman Al Saoud. Et j'ai transmis leurs souhaits à la Côte d'Ivoire de davantage de progrès et de stabilité. On a évoqué également les relations solides qui existent entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. S'il plaît au bon Dieu, Monsieur le Président de la République rencontrera le serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman, en Arabie Saoudite, incessamment. Selon Ahmed bin Abdulaziz Katan, cette rencontre est la deuxième du genre qu'il a avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et il en est très heureux. Et bientôt, un deuxième centre de traitement de cancer en Côte d'Ivoire. Il sera construit à Grand-Bassam avec une capacité d'accueil de 200 lits. La cérémonie de pose de la première pierre de ce centre spécialisé a eu lieu ce jeudi en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Il sortira de terre dans 3 ans. Le gouvernement ivoirien entend améliorer les soins dispensés aux patients atteints de cette maladie. Alexis Ouedraogo. Une famille sur 8 en Côte d'Ivoire sera concernée d'ici 2030 par le cancer. À ce jour, le pays compte plus de 17 300 nouveaux cas chaque année, dont 11 500 décès. Face à ce tableau, le gouvernement est à la tâche. Mettre en place les stratégies nécessaires à un meilleur contrôle de la maladie. Ce jeudi, le Premier ministre Patrick Hachi a posé la pierre du 2e centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand-Bassam. Grand-Bassam est en phase de devenir un pôle médical d'excellence. Après la mise en service du centre de Cocody en décembre 2017, ce nouveau centre d'une capacité de 200 lits sera bâti avec la Corée du Sud sur une superficie de 5 hectares avec un plateau technique à la pointe de la technologie. Je suis persuadé que ce projet permettra à la Côte d'Ivoire de faciliter l'accès aux diagnostics et thérapies pour le traitement des cancers, de rendre meilleure la qualité de vie de la population. Endoscopie, chimiothérapie, greffe de la moelle osseuse, le centre dont la durée des travaux est prévue pour 30 mois va améliorer les soins dispensés aux malades du cancer. Mais il faut se faire dépister. Un défi s'impose à nous, celui de convaincre nos concitoyens à se faire dépister précocement, fréquenter les centres de soins dès les premiers signes de la maladie, honorer et respecter les prescriptions médicales. C'est le lieu de lancer un appel aux laboratoires de l'industrie pharmaceutique dans le but d'obtenir une réduction substantielle des coûts des autres anticancéreux. Autre avantage de ce centre, la proximité des soins. Ce centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale qui va voir le jour contribuera à réduire la lourde facture des évacuations sanitaires qui, en plus des contraintes financières qu'elles font peser sur l'État et les familles, constituent une rupture du principe d'égal accès à tous aux soins de santé.
Et le pays enregistre aux côtés de la lutte contre cette maladie plusieurs autres avancées sanitaires, notamment la gratuité ciblée pour les enfants de 0 à 5 ans, la prise en charge des femmes enceintes et mieux, l'amélioration de la disponibilité des poches sanguines dont le coût reste fixé à 3 000 francs CFA. La santé des populations constitue une priorité naturelle, absolue, du président de la République. Elle est au cœur de sa vision 2030 pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Elle est au cœur du plan national du développement 2021-2025 que notre gouvernement construit chaque jour. Cette volonté politique se traduit par la consolidation résolue du dispositif sanitaire de notre pays, en particulier dans le cadre de l'ambitieux programme hospitalier de plus de 800 milliards de francs CFA en cours de mise en œuvre. Le centre, qui se veut régional et continental, devra recevoir des patients venant d'autres pays africains. L'occasion pour Patrick Hachi d'en appeler à l'humanisme du personnel de santé. Cette infrastructure majestueuse qui sera ici d'ici quelques mois, qui aura les équipements techniques les plus modernes existants au monde, ne pourra pas donner plus aux citoyens que vos cœurs eux-mêmes. Recevoir les patients avec sourire, leur donner des explications calmement pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. On parle de cancer ici. C'est un mot qui est frais, c'est un mot qui fait peur. Ne regardez pas au quotidien uniquement les conditions, je dirais, de vos rémunérations ou le confort de vie que cela peut vous procurer, mais regardez cet aspect immatériel qu'on ne peut pas quantifier, mais qui est une richesse inouïe, qui est une prière en soi. Patrick Hachi a pour finir invité les populations à ne pas relâcher dans la lutte contre la Covid-19. Je vous en supplie, le Covid est toujours là, il n'a pas disparu. Et vous devez non seulement vous protéger, mais surtout protéger vos parents, vos populations, les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies, donc de comorbidité. Vous faire vacciner pas seulement d'une dose, mais de 2 doses. Parce que c'est la 2e dose qui fait le vaccin complet. Le cancer en chiffres dans le monde, c'est plus de 19 millions de cas chaque année, dont 10 millions de décès. Et en restant en santé, un autre combat que le gouvernement mène, la lutte contre la Covid-19. Voyons ce que disent les chiffres sur cette pandémie aujourd'hui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 5 nouveaux cas de Covid-19, 79 guéris et 0 décès à la date du 3 mars 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 81 523 cas confirmés, dont 80 132 personnes guéries, 794 décès et 588 cas actifs. Au total, 10 276 523 doses administrées contre la Covid-19. Et dans cette lutte contre la Covid-19, les États-Unis accompagnent le pays dans ce combat que mène le gouvernement ivoirien. L'Agence des États-Unis pour le développement international vient d'approuver une attribution de 17 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces fonds s'inscrivent dans l'initiative Global Vax, l'accès aux vaccins contre la pandémie. Adama Kone. La bourse est consistante, plus de 10 milliards de francs CFA. C'est le montant que les États-Unis consentent à décaisser en faveur de la Côte d'Ivoire à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. La destination de cette somme, les activités menées contre la COVID-19, notamment l'approvisionnement, la logistique de la chaîne du froid et l'amélioration de l'accessibilité aux sites de vaccination. Le financement américain est le résultat des efforts accomplis par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pandémie. Le dernier rapport épidémiologique ivoirien note qu'au 2 février 2022, plus de 10 millions de personnes, soit 46% de la cible nationale, avaient reçu au moins une dose de vaccin. Dans ce lot, 27% avaient entièrement été vaccinés. Des performances qui ont convaincu le gouvernement américain. D'ailleurs, ce décaissement vient compléter une première enveloppe de 8 milliards de francs CFA déjà engagée par l'USAID. À cela s'ajoutent plus de 6 600 000 doses de vaccins offertes par les États-Unis à la Côte d'Ivoire.
L'appui du gouvernement américain s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'accès mondial au vaccin, Global Vax. On change de sujet. Le village de Dibikro et Broukro dans le département de Tiasalé électrifié en lieu et place d'une mise sous tension. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a plutôt mis en service des mini-centrales hybrides solaires. Le fonctionnement va permettre de fournir du courant électrique aux habitants des villages bénéficiaires. L'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union européenne sont à l'initiative de tels projets. Ce dispositif a été déployé dans une vingtaine de villages en Côte d'Ivoire, ce qui vient renforcer l'action de l'État ivoirien à favoriser l'accès à l'électricité en milieu rural. Et l'actualité, c'est aussi le démarrage dans 48 heures du Massa 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. La ministre de la Culture a visité ce jeudi les installations du Palais de la Culture, de l'Institut Goethe et de l'Institut français. Arlette Badou-Nguessan Kwame se rend compte du dispositif opérationnel. Au terme de la revue, elle se dit satisfaite du niveau d'organisation de cette grande fête de la culture africaine. Issa Tionayo. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022, démarre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Pendant une semaine donc, Abidjan sera la capitale de la culture africaine. Ils sont fin prêts. Le Palais de la Culture sera livré demain avec toutes les commodités pour recevoir les festivaliers et les stands aussi. On a tous vu, nous avons visité les salles qui vont abriter les spectacles et les activités. Tout est fait prêt. Pour être rassuré des avancées des préparatifs, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a effectué une visite des différents sites. Palais de la Culture, Institut Goethe, l'INJS de Marcory et l'Institut français sont passés au peigne fin. Nous avons constaté au niveau de l'INJS qui recevra tous les festivaliers que tout est mis en œuvre pour que tout le monde puisse être logé convenablement dans le confort. Ensuite, pour ce qui concerne les spectacles, nous avons remarqué que tout est fin prêt, les commodités y sont et nous entrevoyons une très belle fête de la culture et des arts. La ministre Arlette Badou-Nguessan Kwame a exhorté l'ensemble du personnel du Massa à travailler en équipe afin de relever le défi de l'organisation de cette 12e édition. Et on s'arrête sur ce conflit en Europe. Depuis le 24 février, la Russie est en guerre en Ukraine. Le président Vladimir Poutine a décidé de mener une opération, selon ses termes, pour démilitariser ce pays. La communauté internationale, l'OTAN et ses alliés s'insurgent contre cette attaque militaire. Ils ont pris plusieurs sanctions économiques contre Moscou. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution ce mercredi et demande à la Russie d'arrêter immédiatement cette guerre. Les populations civiles vivant en Ukraine fuient les combats. Parmi elles, des Ivoiriens que le gouvernement, par une opération spéciale, a pu sortir des zones de guerre. Crise en Ukraine, retour sur les faits, c'est le dossier Inter avec Michel Diglé. Mercredi 2 février, l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une majorité écrasante une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sur les 193 membres de l'ONU, 141 pays ont approuvé le texte. 5 s'y sont opposés et 35 se sont abstenus. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais elle met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. Pendant ce temps, en Ukraine, l'étau se resserre autour de Kiev. Des responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, la plus grande ville du sud. En espace d'une semaine, la situation en Ukraine s'est dégradée à une vitesse éclair.
Tout a basculé le lundi 21 février, après la déclaration de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des zones séparatistes pro-russes. Le président ukrainien réagit aussitôt. Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien. Le jeudi 24 février, le président russe déclare avoir pris la décision de lancer une opération militaire et donne ses raisons. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron bat en brèche cette théorie au cours de son adresse à la nation ce mercredi. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Dans tous les cas, l'armée russe est entrée en action en Ukraine depuis une semaine. Les réactions fusent du monde entier. Les sanctions économiques contre la Russie s'enchaînent. Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe, à la fois par des sanctions européennes et des sanctions américaines. Les populations, elles, se ruent vers les pays voisins pour fuir les balles. Le HCR, ce jeudi, recensait plus d'1 million de réfugiés sur son site internet. Parmi eux, des Africains victimes de discrimination. Ouais, quand on quittait l'Ukraine, ouais, tout était bien arrivé à la frontière en fait. Donc c'est à la frontière, il y avait bousculade, on dirait qu'on nous boudait, tout ça. On est là exposé dehors avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire ne reste pas les bras croisés. En première ligne, le ministère des Affaires étrangères. Nous avons mis en place une cellule de crise ici au niveau du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et la chance que nous avons eue, c'est que quelques mois auparavant, un jour, j'ai reçu un message par WhatsApp de quelqu'un qui se présentait à moi comme étant le président des Ivoiriens vivant en Ukraine. Alors, le 23, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit comme ça qu'on leur a demandé de descendre dans les sous-sols. Alors là, je sentais que la panique commençait à les gagner. Donc, alors je lui ai demandé s'il était en contact avec ses autres amis. Parce qu'il m'a dit qu'ils avaient une organisation, lui il était le président national, et que dans chaque grande région, il y avait un président et son bureau. Donc le président était censé recenser tous les Ivoiriens qui vivaient dans sa zone, chaque président. Alors, donc je lui ai dit de faire un message à tous les autres, de s'enquérir des nouvelles de tous les autres, et puis qu'il fallait qu'ils maintiennent le contact, que si d'aventure il y avait quelque chose, ça allait être un canal pour qu'on puisse leur donner des instructions pour qu'ils soient en sécurité. Soucieux de la sécurité de ses concitoyens résidant en Ukraine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'implique personnellement dans l'opération. Je voudrais très sincèrement saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Parce que, effectivement, dès que la guerre a éclaté, je l'ai appelé. Je voulais même faire une communication en conseil. Il m'a dit non, quand il n'y a pas de communication en conseil, tu pourras la faire après pour une régularisation, mais je veux que tu me dises combien il faut et on envoie aussitôt les moyens pour venir en aide à nos compatriotes qui sont là-bas. Et ce qui fut fait.
Sur instruction du chef de l'État, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou est mis en mission pour organiser l'évacuation des Ivoiriens vivant en Ukraine. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, la Côte d'Ivoire donne de la voix à travers son représentant permanent auprès des Nations Unies. La Côte d'Ivoire voudrait renouveler son plaidoyer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat afin que s'engage sans délai le dialogue, instrument privilégié de résolution pacifique de tout différend, tel que préconisé par la Charte des Nations Unies. Ce jeudi, les parties ukrainiennes et russes devraient poursuivre le second round des pourparlers. En Ukraine, retour sur les faits, c'était le dossier Inter avec Michel Digri. Et on reste en Europe avec la présidentielle 2022 en France. Emmanuel Macron annonce sa candidature. C'est dans une lettre aux Français mise en ligne ce jeudi soir que le chef de l'État a donné l'information. Nous sommes à 38 jours du premier tour de la présidentielle, une période préélectorale en pleine offensive russe en Ukraine. Sur le continent, au Burkina Faso, le procès Sankara suspendu alors que ce jeudi étaient prévues les plaidoiries de la défense. Mais un avocat de la défense, justement, a révélé à la Cour avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel. Il a invoqué une exception de constitutionnalité en ce qui concerne les charges qui pèsent sur son client, à savoir une atteinte à la sûreté de l'État. Deux autres confrères lui ont immédiatement emboîté le pas. Ils estiment que les événements politiques récents ont modifié la donne du procès avec l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba par un coup de force. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que là où l'on met une calebasse d'huile, on n'y jette plus de pierre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.